Bonjour à tous. Alors dans cette série de vidéos, nous allons traiter du premier chapitre de prépa, sur le thème des signaux, et qui s'intitule tout simplement optique géométrique. Alors tout d'abord, on va voir ici quelques bases de l'optique géométrique. Et en fait, si vous voulez, ce chapitre ici reprend pas mal de choses, je pense, que vous avez vu lorsque vous étiez au lycée, et qui permet en fait de remettre à plat là aussi certaines choses qui sont importantes, bien évidemment ici dans le cadre de l'étude de l'optique géométrique. Alors tout d'abord, on va commencer par ici le travail sur différents aspects de la lumière. Alors, différents aspects de la lumière, ou plus précisément, différents modèles. Alors pourquoi je parle de la lumière? Parce que l'optique, d'une manière générale, qu'elle soit bien évidemment géométrique ou autre, c'est tout simplement la science qui étudie principalement les propriétés de la lumière ici. Alors, tout d'abord, l'optique géométrique. Alors finalement, c'est quoi l'optique géométrique? C'est intimement, on va dire, associé à un modèle assez ancien de la lumière, qui est le modèle corpusculaire. Donc on vous dit qu'une source lumineuse, dans ce modèle-là, émet des particules qui se propagent en ligne droite. Elles sont réfléchies par les miroirs et traversent les milieux matériels transparents à des vitesses dépendant de leur nature. Et puis, parallèlement à ça, vous avez un autre modèle, qui est le modèle ondulatoire, ou modèle vibratoire, optique ondulatoire, modèle vibratoire ici, et qui consiste à considérer la lumière comme une onde, alors plus précisément une onde électromagnétique progressive transversale, qui se propage dans le vide à la célérité de 3,0 multiplié par 10 puissance 8 mètres par seconde. Bon, c'est le fameux 300 000 km par seconde si on met ça en kilomètres là ici. Modèle géométrique, modèle ondulatoire. Donc en d'autres termes, ça veut dire que dans le modèle géométrique, on considère la lumière comme étant une espèce de mitrailleuse, si vous voulez, à petites particules, mais qui ont la particularité, bien évidemment, de se propager en ligne droite. Dans le modèle ondulatoire, on se représente la lumière comme une onde, et plus précisément une onde électromagnétique, c'est-à-dire quelque chose qui se déplace un peu comme une vague. Alors on ne va pas tellement parler ici du modèle ondulatoire de la lumière, c'est quelque chose que l'on évoquera plus dans le chapitre qui arrivera donc un petit peu plus loin, le chapitre 6 en fait. Donc on aura l'occasion d'évoquer bien sûr un petit peu plus tard dans l'année cet aspect, mais il faut savoir bien évidemment que c'est quelque chose de très très important à étudier. Donc ici on va surtout se focaliser ici sur le modèle géométrique, le modèle de l'optique géométrique. Alors avant de continuer, d'ailleurs je précise une petite chose, c'est qu'il existe, on pourrait dire, un troisième modèle de l'optique, si vous voulez, de la lumière. C'est ce qu'on appelle le modèle quantique. Et le modèle quantique, en fait, fusionne en quelque sorte ou tente de regrouper les deux aspects, c'est-à-dire corpusculaire et ondulatoire ou vibratoire, parce que effectivement ces deux modèles, pris séparément, ils fonctionnent, mais ensemble c'est très très compliqué à les faire coexister. Alors ça, le modèle quantique, on aura aussi l'occasion d'en parler un petit peu, mais pas tout de suite. Alors maintenant quelques définitions ici, enfin surtout une définition. C'est que quand une onde électromagnétique n'est constituée que d'une seule radiation, c'est-à-dire en fait d'une seule longueur d'onde, elle est dite monochromatique. Et si elle est composée, si vous voulez, de plusieurs radiations, c'est-à-dire plusieurs longueurs d'onde, elle est dite donc polychromatique. Bon, ça c'est des choses que vous connaissez. Pour une onde électromagnétique, on définit sa période temporelle notée grand T, sa période spatiale notée lambda, qui est en fait la longueur d'onde dans un milieu donné. Donc période spatiale et longueur d'onde, en fait, c'est la même chose. Et sa fréquence notée nu ici. Alors on évite là pour l'instant de noter F. F, si vous voulez, c'est plutôt quand on travaille sur par exemple des signaux électriques ou des choses comme ça. Ici, on va plutôt parler avec la lettre grecque nu. Alors, c'est une espèce de V arrondi, mais c'est pas la lettre V, c'est la lettre nu. Alors, ces grandeurs sont reliées entre elles, bien évidemment, ici, par des relations que je pense vous connaissez. Lambda, c'est C fois T.
Et comme nu c'est 1 sur t, ben je peux dire que nu c'est aussi c sur lambda. Bon, remarquez qu'ici j'aurais pu également dire lambda égale c sur nu. Hein. Bon, il y a plusieurs manières de le noter. De toute façon, on le retrouve là, ici. Hein. Il suffit de permuter là et là. Et on retrouve bien donc lambda égale c sur nu. Alors c, bien évidemment, représente ici la célérité de la lumière. Alors les ondes lumineuses correspondant donc au visible et à l'infrarouge et à l'ultraviolet, donc voilà, si vous préférez, les ondes lumineuses ou la lumière correspondent en fait aux ondes électromagnétiques associées à des domaines de longueur d'onde qui correspondent à ce que l'on appelle le visible, l'infrarouge et l'ultraviolet. Alors, dans le visible et dans le vide, ici, les longueurs d'onde eh bien, sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et on précise bien que c'est dans le vide, parce que, comme on aura peut-être l'occasion de le voir un petit peu plus tard, ce qu'il faut savoir, c'est que la longueur d'onde change en fonction du milieu. C'est-à-dire que dans les caractéristiques qui sont présentées ci-dessus, là, ici, de la lumière, la fréquence et donc la période temporelle, hein, de fait, sont invariantes par changement de milieu. Mais comme la célérité change en fonction de du milieu, hein, c'est ce que l'on avait dit notamment là, ici, et bien du coup, ça a une influence sur la longueur d'onde. Donc si vous voulez, quand on dit le visible, ici, c'est pour des lambda compris entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, bien évidemment, c'est parfaitement juste. Il faut juste préciser, si vous voulez, que c'est pour le vide, hein, c'est-à-dire pour des propagations dans le vide. Voilà, donc ça me servait un petit peu d'introduction là ici pour voilà, avoir une première entrée en matière. Alors maintenant on va prendre ici une autre définition, c'est celle d'un faisceau de lumière ou d'un faisceau lumineux. Alors on peut considérer en fait qu'un faisceau lumineux c'est constitué, si vous voulez, par un ensemble de rayons lumineux. Voilà. Hein. Donc vous imaginez plein de rayons lumineux, les uns avec les autres, vous les mettez ensemble et vous obtenez à ce moment-là un faisceau. Alors, il peut y avoir, on va dire, plusieurs formes hein, ici à ce faisceau. Première possibilité, vous avez ce qu'on appelle un faisceau divergent, si vous voulez, qui est d'ailleurs associé à des ondes sphériques, ici, et issu d'une source ponctuelle. Alors c'est quelque chose, vous voyez, qui peut représenter qui peut correspondre à ça et se représenter comme ça. Donc vous voyez là ici, on a hein, une espèce de cône comme ça qui part de la source étant supposée être le point là ici, et puis qui, voilà, hein, s'écarte comme ceci, avec là ici, alors on a représenté ici ces surfaces qui seraient en fait des fronts d'onde sphériques là ici. Bon, eh bien, ça, c'est, si vous voulez, un faisceau de lumière. Donc, il faut imaginer qu'il y a plein de rayons hein, là-dedans. Alors, on ne les a pas tous représentés. Et qui ont la particularité de tous provenir de la source là, ici. Alors, quand on a ça, on a ce qu'on appelle un faisceau divergent. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un faisceau d'ondes planes, ici. Alors, ça, c'est ce que l'on a, par exemple, quand vous avez une source qui est à l'infini. Et dans ces cas-là, eh bien, ça vous donne cette représentation ici, c'est-à-dire finalement un faisceau ici constitué de rayons qui sont tous parallèles entre eux. Souvent ça, on appelle ça un faisceau parallèle ou un faisceau de lumière parallèle. Bon, bien évidemment, si vous avez un faisceau divergent, vous aurez aussi justement un faisceau convergent, donc ce que je vais vous montrer là. Alors ça, on pourrait l'appeler faisceau cylindrique, bon, ou faisceau parallèle, bon, très bien. Donc là ici, on a des ondes sphériques avec un point de convergence. Donc là, en quelque sorte, c'est le contraire du premier qui est ici, c'est quand vous avez quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand vous avez comme ça des rayons qui vont venir se croiser en un point là ici. On parle alors de faisceau convergent. Donc là, en gros, vous avez un faisceau divergent, ici un faisceau convergent, d'accord, et là un faisceau cylindrique ou tout simplement un faisceau parallèle. Généralement, on utilisera plutôt d'ailleurs ce terme-là que le terme cylindrique. Bon, on a mis cylindrique ici parce que vous voyez la forme dessinée ici évoque le cylindre, mais dans la pratique on parle plutôt donc de faisceau parallèle. Alors petit 2, propagation de la lumière dans un MHTI. Alors MHTI c'est un petit sigle comme ça
qui permet donc de décrire un type de milieu. Alors on va voir ça tout de suite là ici. Donc une première définition, donc MHTI, ça veut dire milieu homogène, transparent, isotrope. Vous voyez, milieu homogène, transparent, isotrope. Alors on dit un milieu est homogène s'il a les mêmes propriétés physiques en tout point. Transparent, bah, si la lumière n'est pas absorbée lors de sa traversée, ou en tout cas très peu absorbée, donc la lumière passe dedans, bon, très bien. Et isotrope, s'il a les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de direction privilégiée. Donc autrement dit, c'est un milieu qui est assez simple. Si on veut vraiment retenir quelque chose, le plus important, c'est de dire qu'il a les mêmes propriétés partout, en tout point, dans toutes les directions, ici, de l'espace le constituant. Alors, en fait, vous allez voir que tout ce que l'on va étudier ici en optique concerne justement des milieux de ce type, hein, MHTI. Donc, si vous prenez les milieux classiques de propagation, donc déjà le vide, après vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez le verre, vous avez, enfin bon bref, il y en a un certain nombre que l'on connaît. Bon, tout cela, quand je parle de verre, je parle des verres courants, hein, des verres ordinaires. Eh bien, tout cela, ici, sont des MHTI, hein, des milieux homogènes, transparents et isotropes. Il n'y a pas de souci. Alors, principe de propagation, donc rectiligne de la lumière. Bon, on admet, c'est l'expérience qui le montre, hein, que dans un milieu homogène, transparent et isotrope, le fameux MHTI, eh bien, la lumière se propage en ligne droite. C'est-à-dire que les rayons lumineux sont des portions de droite, hein, ils peuvent être représentés, ce qui était déjà le cas sur les figures que vous voyez là ici, ils peuvent être ici représentés par des petits segments, si vous voulez, quoi, hein, dans les schémas. Bon, c'est un truc qui est élémentaire, que tout le monde connaît, hein, bien évidemment, mais encore fallait-il se le redire là ici. Alors là, bien évidemment, le modèle de propagation rectiligne de la lumière, là où c'est le plus flagrant, c'est dans un type de faisceau bien connu, c'est le faisceau de lumière laser, où là, c'est, je dirais, de manière assez éclatante qu'on voit ici cette propagation rectiligne. Donc le laser, vous voyez, vous avez un faisceau comme ça, qui se propage de manière donc rectiligne, le faisceau laser. Alors, en optique géométrique, il y a quelque chose d'extrêmement important, en fait, qu'il faut connaître. C'est ce que l'on appelle le principe du retour inverse de la lumière, hein, PRIL, là ici, P-R-I-L, hein, principe du retour inverse de la lumière, et qui dit que le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de propagation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que si je considère, par exemple, un système optique, avec une entrée et une sortie, donc sous-entendu, il y a de la lumière qui va arriver par là, et puis qui ensuite ressortira de ce côté-là, eh bien, si j'envisage par exemple un point A, qui serait tout simplement un point lumineux, un point objet lumineux, qui va m'envoyer par exemple un rayon lumineux comme ceci en direction de l'entrée, c'est-à-dire suivant bien le sens défini, vous voyez, par la petite flèche qui est ici, eh bien, je vais dire, voilà, ce rayon lumineux, donc il part de A dans ce sens, et il arrive ici en un point que je pourrais appeler B. Bon, très bien. Alors, que va devenir ce rayon-là ici? Bon, le but n'est pas d'étudier vraiment encore dans le détail le devenir de ce rayon, mais on va admettre, par exemple, que ce rayon va, par exemple, bifurquer comme ceci, hein, c'est-à-dire en se propageant dans le sens que vous voyez là ici, en un point là que je pourrais appeler C, et puis ressortir, pas forcément parallèlement à l'entrée, parce que si vous regardez bien ici, le rayon que j'ai fait, il n'est pas tout à fait parallèle à celui de l'entrée, hein, il n'y a aucune raison, et arriver par exemple ici au point D, alors il pourrait éventuellement continuer au-delà de D, mais disons que je considère voilà, un trajet de la lumière de A vers D. Alors, bien évidemment, ici, la lumière n'est pas allée toute droite de A vers D, parce qu'il y a un système optique au milieu qui est constitué, on se doute bien, par des matériaux. Ici, vous avez des formes différentes. Alors, ça peut être des formes sphériques, mais pas que. Bref. Et vous avez donc différents milieux. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on a de l'air à l'extérieur, qu'on a de l'air ou du verre, pardon, ou plusieurs types de verre à l'intérieur, et puis encore de l'air à l'extérieur, ou même on pourrait avoir de l'eau ici. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces milieux sont des fameux MHTI, là, milieu homogène, isotrope, etc.
Eh bien, ce qui est sûr là ici, c'est que eh bien, la lumière, hein, à chaque fois, se propage dans un milieu donné selon un petit segment de droite. Alors ça peut bifurquer, vous voyez ici, ça peut... voilà, mais c'est bien à chaque fois un petit segment de droite. Alors revenons au principe de retour inverse de la lumière. Le principe de retour inverse de la lumière dit que si maintenant on mettait la source en D et qu'on repartait en fait selon la direction, si vous voulez ici, DC, c'est-à-dire comme ceci, vous voyez là ici, donc je fais cette petite flèche là, et bien le principe du retour inverse de la lumière dit en fait qu'on la lumière effectuerait exactement le même trajet. Hein, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du sens, c'est-à-dire que du coup, au-delà de C, V, donc elle part de D, elle arrive en C. En C, elle va forcément emprunter ce trajet-là, mais dans l'autre sens pour arriver en B. Et puis ici, ce trajet-là pour revenir en A. C'est ça le principe donc du retour inverse de la lumière. Pas quelque chose de très très compliqué, c'est quelque chose qui semble assez évident là ici, mais encore fallait-il le dire. Et c'est quelque chose d'important, ça, le principe du retour inverse de la lumière, parce que ça peut en fait nous aider dans pas mal de situations pour éviter de surcharger des calculs ou des choses comme ça, et donc pouvoir conclure assez rapidement sur certains problèmes. Troisièmement, la notion d'indice de réfraction. Donc autrement dit, dans cette partie-là ici du cours, on va surtout étudier ce qu'on appelle les lois de Descartes, alors notamment sur la réfraction, mais pas que. Et ici, les lois dites de Descartes ou de Snell-Descartes nécessitent donc d'introduire une grandeur importante pour ce qui va venir, c'est la notion d'indice de réfraction. Alors une petite définition, on définit l'indice de réfraction noté petit n d'un milieu homogène, transparent et isotrope, MHTI, donc, par donc, la quantité suivante. Donc petit n, c'est égal ici au rapport de la célérité de la lumière petit c, ici, dans le vide, divisé par la célérité de la lumière que l'on note V, dans ce cas-là, donc un peu comme la vitesse en mécanique par exemple, et qui est donc la célérité dans le milieu. Donc autrement dit, n, ici c'est C sur V. D'accord et bien évidemment, n, c'est une quantité qui est supérieure ou égale à 1 et sans dimension. Alors en fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la plus grande célérité de la lumière possible, c'est celle dans le vide. C'est d'ailleurs la théorie de la relativité d'Einstein dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc c'est la plus grande vitesse de propagation possible ici. Donc ça veut dire que V est forcément plus petite que C. Alors c'est ce qui est dit là ici, vous voyez, V représente la vitesse de propagation dans le milieu, et on a toujours V inférieur donc au milieu. Donc ça veut dire que N sera toujours bien évidemment supérieur ou égal à 1. Alors ensuite, pour un milieu, on vous dit que plus l'indice de réfraction est élevé, plus ce milieu est dit réfringent. Alors on verra après qu'un milieu réfringent, ça va être notamment un milieu qui aura une plus grande capacité qu'un autre à faire dévier la lumière dans le cadre de la réfraction, si vous voulez. Donc on dira par la suite que le phénomène de réfraction sera d'autant plus accentué, si je puis dire, que le milieu est réfringent. Alors là, j'ai noté quelques petits exemples assez classiques ici, d'indices. Donc vous avez ici l'indice du vide. Bon, l'indice du vide, c'est quand V est égal à C, donc ça fait C sur C, c'est 1. On voit que l'indice de l'air, d'ailleurs, c'est légèrement supérieur à 1, mais c'est pratiquement égal à 1. Donc autrement dit, ça veut dire que la célérité de la lumière dans l'air, c'est pratiquement la même chose que la célérité de la lumière dans le vide. Un peu plus petite, mais pas beaucoup. Par contre, dans des milieux transparents comme l'eau ou le verre, là, par contre, on voit que ça change. Hein. C'est-à-dire que là, si vous voyez dans l'eau, c'est 1,33. Hein. En fait, c'est 4 tiers, hein, si on voulait prendre une valeur exacte. Donc ça veut dire que dans l'eau, si vous voulez, la lumière a une célérité à peu près de 3 quarts de la célérité de la lumière. D'accord ? Voilà, 3 quarts. Et là ici, donc dans le verre, c'est 1,5. Donc 1,5 c'est 3,5. Donc autrement dit, c'est en termes de célérité, c'est 2 tiers. Donc autrement dit, si vous dites que C, c'est la célérité, donc 300 000 km par seconde dans le vide, et bien dans un milieu comme le verre, si vous voulez ici, c'est les 2 tiers, c'est-à-dire que c'est 200 000. Si vous voulez, hein.
km par seconde. Bon, ce qui est déjà très rapide, hein, on en conviendra, mais c'est quand même plus petit. Alors maintenant, le lien entre la longueur d'onde dans le vide et dans la longueur d'onde dans un milieu ici. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on admet là ici le point suivant, c'est-à-dire que lors du passage d'un milieu homogène, transparent, isotrope à un autre, la fréquence de la radiation ne varie pas. D'accord? Il y a invariance ici de la fréquence par changement donc de milieu. Alors la conséquence de ça, eh bien, c'est que la longueur d'onde dans un milieu d'indice n va changer. Donc autrement dit, la couleur d'une radiation lumineuse dépend de sa fréquence ou de sa longueur d'onde dans le vide. Alors dans un MHTI d'indice optique n, la longueur d'onde lambda d'une radiation lumineuse est reliée à la longueur d'onde dans le vide par la relation suivante. C'est-à-dire que lambda, longueur d'onde dans un milieu, c'est lambda 0, longueur d'onde dans le vide divisé par n. Alors ça, si vous reprenez les formules qu'on avait introduites tout à l'heure, la formule de l'indice de réfraction et la formule reliant donc célérité et comment dirais-je et longueur d'onde, fréquence, etc. Bon, en reprenant ces formules-là, on arrive sans trop de problèmes à démontrer cette relation là ici. C'est pas bien compliqué, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul sans la moindre difficulté. Hein. Donc vous prenez les relations de type lambda égale c sur nu ou nu égale c sur lambda, bon, qu'on avait introduit un petit peu plus loin. Vous prenez la définition de l'indice de réfraction et sans problème vous retrouvez ça en considérant qu'il y a invariance de nu, hein, invariance de la fréquence. Bon voilà. Alors, loi donc de Snell-Descartes. Alors là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet là ici. Alors, tout d'abord on peut commencer par la première loi de Snell-Descartes. Alors la première loi de Snell-Descartes, elle dit que les trois rayons lumineux, incidents, réfléchis et réfractés, sont contenus dans un même plan appelé plan d'incidence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on va le comprendre bien évidemment avec les tracés qui vont venir, mais vous allez voir que dans notre étude ici, trois rayons lumineux vont être importants ici à envisager. Alors pour ce faire, on va donc observer le schéma suivant. Donc là, vous voyez, vous avez donc ici un parallélépipède rectangle, hein, comme on dit, ou un pavé droit, enfin bref, peu importe, qui, bon, symboliquement pourrait représenter une cuve, par exemple. Voilà. Donc une cuve, par exemple, qui contiendrait de l'eau, mais qui pourrait contenir éventuellement un autre milieu. Ça pourrait être même à la limite un bloc de verre, si vous voulez. Hein. Bon, il n'y a pas de spécificité ici. On va dire que c'est simplement donc deux milieux différents. Alors on pourrait imaginer qu'il y a l'air autour, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Et puis de l'eau, par exemple. Bon. Alors, j'ai représenté là ici, de manière colorée en bleu ciel, donc la surface de séparation entre les deux milieux. Alors la surface de séparation entre les deux milieux, ça s'appelle le dioptre. Voilà. Donc, dès que vous voyez ce terme, un dioptre, ça veut dire la surface de séparation entre deux milieux. Donc j'imagine que j'ai un milieu transparent 1, d'indice de réfraction M1 qui est au-dessus. Donc typiquement, ça pourrait être l'air. Et puis, à l'intérieur, ici, hein, mettons que ce soit une cuve, un deuxième milieu transparent d'indice de réfraction N2. Typiquement, ça pourrait être de l'eau. Bon, très bien. Je considère maintenant ce plan qui est, vous voyez, descendu verticalement là ici, hein, que vous voyez là, et qui correspond en fait au plan de l'écran, eh bien je considère que c'est le plan d'incidence. Voilà, le plan d'incidence. Et dans ce plan d'incidence, eh bien j'envisage un rayon ici lumineux contenu dans ce plan d'incidence. On est bien d'accord ici, le rayon incident est contenu dans le plan d'incidence. Et donc c'est un rayon qui arrive selon une inclinaison que j'ai prise tout à fait au hasard. Alors n'y voyez pas d'angle de 45 degrés particulier ci ou là, ce serait tout à fait un hasard là ici. J'aurais très bien pu prendre des inclinaisons tout autres.
Et donc ce rayon incident arrive en un point du dioptre, là ici, que j'appelle I pour incidence. Donc on pourrait appeler ça le point d'incidence. Alors, on se pose la question, bien évidemment, que va devenir ce rayon là ici? Qu'est-ce qui va donc se passer? Alors, déjà, avant de poursuivre sur le devenir de ce rayon, on va introduire ici une droite, une direction extrêmement importante, vous voyez, qui apparaît ici en pointillé. C'est donc, vous voyez, une droite ici que, de fait, on voit, hein, perpendiculaire, bien évidemment, ici. Alors, je n'ai pas représenté, si vous voulez, les deux petits segments à la perpendiculaire comme ça, mais je pense que le schéma est assez explicite, pardon, là, ici. Cette droite, ici, en tout cas au point I, est perpendiculaire, donc ici, au dioptre. Alors cette droite, on l'appelle la normale, qu'on peut symboliser par la lettre N, là ici. D'accord? Normale, donc au dioptre. Et donc, à partir de la normale, eh bien, on va définir pour le rayon incident eh bien, un angle, vous voyez, qui est mesuré à partir de la normale, dans ce sens, là ici. Hein? Donc, je remontre bien là ici, vous voyez, l'angle, comme ça. Cet angle, je vais l'appeler I1. Ça correspond tout simplement à l'angle d'incidence ou l'angle incident. Alors vous allez voir bien évidemment ici qu'il y a pas mal d'angles qui interviennent hein, quand on étudie ici les lois de Descartes. Et ces angles, bon, bien évidemment pour les mesurer il faut des références si vous voulez quoi. Alors le choix si vous voulez qui a été fait c'est de toujours mesurer les angles si vous voulez par rapport à la normale et jamais par rapport au dioptre. Donc si vous voulez, l'angle d'incidence, ce n'est pas l'angle qui serait là, hein, si vous voulez, hein, ici. Je dessine avec le pointeur. Ce ne serait pas cet angle-là, c'est bien l'angle que vous voyez représenté là, ici. Alors maintenant, que devient donc ce rayon incident? Eh bien, on peut s'apercevoir que sur la quasi-totalité des dioptres, eh bien, une partie ici va être réfléchie, c'est-à-dire va être renvoyée, d'accord, de ce côté-là, par rapport à la normale, donc rayon réfléchi, selon donc un angle que je vais appeler ici R. Alors j'ai mis des couleurs bien évidemment ici, ça ne veut pas dire qu'il y a des changements de couleur ou des changements de longueur d'onde ou de choses comme ça, j'ai simplement mis des couleurs pour différencier les types de rayons, mais bien évidemment si vous avez un rayon rouge incident, bah, vous aurez aussi un rayon rouge réfléchi et réfracté comme on va voir maintenant. Évidemment, il n'y a pas de changement de couleur là ici. Enfin, en tout cas, pas dans un MHTI. Donc voilà, une partie de la lumière va se réfléchir hein, ici et va former donc, ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Et l'autre partie donc, de la lumière eh bien, va passer, hein, va traverser ici le dioptre et passer dans l'autre milieu. On l'appelle le rayon de réfracté. Mais on voit qu'ici, bah, il y a un angle différent. C'est-à-dire que vous voyez, s'il n'y avait pas eu ce phénomène de réfraction, bah, vous voyez que la lumière aurait continué, vous voyez, dans cette direction-là, ici. Bah non, la lumière ne continue pas dans cette direction que je vous montre là, ici. La lumière, en quelque sorte, hop, elle bifurque, là, ici, et elle part dans cette nouvelle direction. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des lignes droites, d'accord, hein, ou des segments, si vous voulez, mais pas dans la même direction. Alors ce rayon, on l'appelle ici rayon réfracté. Et le phénomène de réfraction, c'est ça, c'est lorsque la lumière, si vous voulez, change de propagation donc d'un milieu transparent à un autre, eh bien elle change de direction, en tout cas dans le cas général, sauf dans un cas particulier qu'on verra après, mais dans le cas général, il y a changement de direction par changement de milieu. Et bien c'est ça le phénomène de réfraction. Alors bien évidemment, pour quantifier, si vous voulez, cette déviation, si vous voulez, en quelque sorte, hein, ici du rayon réfracté, ben, on va introduire cet angle-là, ici, je pense que tout le monde avait compris, hein, qui va aller donc de là à là, hein, ici, de la normale jusqu'au rayon, et qu'on appelle I2. On a donc trois angles qui vont intervenir ici, l'angle I1, l'angle I2 et l'angle R. Angle d'incidence, angle de réfraction, ou angle incident, angle réfracté, et ici, angle réfléchi, ou angle de réflexion. Alors justement, on va parler de la réflexion d'un rayon lumineux là ici, et du coup introduire ce que l'on appelle aussi parfois la seconde loi de Snell-Descartes.
Alors, définition. On va ici s'intéresser au cas particulier d'un miroir. Donc un miroir, c'est le cas particulier où, en fait, ici, la lumière, il n'y a pas de réfraction, si vous voulez, et toute la lumière donc se réfléchit totalement, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc un miroir, c'est une surface parfaitement réfléchissante, donc par exemple recouverte d'un dépôt métallique réfléchissant. L'angle d'incidence, d'accord, est l'angle orienté de la normale en I au rayon incident. Alors, le schéma que vous allez voir là ici, et d'ailleurs il y en a aussi un autre après, reprennent plus ou moins ce qu'on vient de voir avant, mais le généralise au cas où vous avez un dioptre, ou ici un miroir. Alors là on va traiter le cas du miroir si vous voulez, et après on verra dans le cas d'un dioptre, qui ne serait pas nécessairement plan, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des surfaces planes, hein, si vous voulez, ici en optique géométrique. Donc j'imagine que j'ai un miroir, donc je l'appelle M, là ici. Alors ça pourrait être un miroir plan, mais ça peut être aussi un miroir non plan, comme là ici. Et j'envisage un rayon lumineux, là aussi même chose, les couleurs ne sont là que pour différencier les types de rayons. Et ce rayon, donc ici, c'est le rayon incident, qui arrive donc ici au point I que vous voyez. Donc là ici, je n'ai pas mis de petits points, mais enfin bon, on se doute bien que le point I est ici. Bon, alors là, comment on fait pour pouvoir définir les normales et les choses comme ça? Alors dans un premier temps, ce que l'on va faire ici, qu'on n'avait pas besoin de faire avant, eh bien, c'est que l'on va ici, alors définir, alors attention, ce qui est en pointillé vert ici, c'est pas le dioptre, hein, le miroir. Bon, le dioptre sera pour après. C'est ce qu'on appelle la tangente, si vous voulez, hein, au miroir. Puis après, on verra la tangente au dioptre. Donc ici, au point I. Voilà, donc je définis ici la tangente. Et puis après, ici, bien sûr, la normale, donc ici, à la tangente, hein, donc je peux dire aussi normale au miroir, au point I. Alors, dans ce cas, j'ai bien un angle ici, donc vous voyez, de 90 degrés, et donc, ici, j'ai mon angle, donc I. Alors, la loi de la réflexion dit dans ces cas-là que l'intégralité de la lumière, hein, donc là, comme c'est le miroir, il n'y a rien qui passe, d'accord? Dans un dioptre, ce qu'on a commencé à voir et qu'on verra après, la lumière elle se divise, si vous voulez. Il y en a une partie qui se réfléchit et une partie qui passe à travers. Dans le cas du miroir, il n'y a rien qui passe, si vous voulez, il y a tout qui se réfléchit. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, la lumière repart comme ça. Et en fait, on va voir que ce que dit la loi donc, de la réflexion, ou seconde loi de Snell-Descartes, hein, c'est noté juste après, c'est que, donc là vous voyez rayon réfléchi, donc là on a le rayon réfléchi R qui est comme ceci. Donc la loi de la réflexion dit qu'en fait ces deux angles là ici, eh bien, sont algébriquement opposés, et donc ça veut dire qu'en valeur absolue, ils sont égaux. Alors voilà, c'est ce qui est dit là ici, vous voyez les lois de la réflexion, seconde loi de Snell, Descartes, là ici, c'est que l'angle de réflexion, hein, petit r ici, qui est un angle orienté de la normale au rayon réfléchi, est l'opposé de l'angle d'incidence, c'est-à-dire I égale moins R. Alors, pourquoi ici on peut parler d'angle orienté, c'est pour ça qu'on met des petites flèches là ici, on voit qu'effectivement si on part de la normale, donc la normale c'est notre référence si vous voulez, c'est notre angle zéro si vous voulez. Et bien ici je vois que je vais dans ce sens là pour mesurer I, et que là je vais dans l'autre sens. Donc autrement dit, pour définir l'angle I ou définir l'angle R, je ne tourne pas, si vous voulez, dans le même sens. C'est-à-dire que là je tourne dans ce sens là, d'accord, alors qu'ici je tourne dans ce sens là. Donc autrement dit, on peut considérer que la rotation dans un sens ou dans l'autre engendre donc un angle compté positif, si vous voulez, dans un sens, et négatif dans l'autre. Alors généralement, conventionnellement, ce que l'on fait, c'est que quand un angle est orienté de telle manière à ce que l'on tourne dans le sens trigo, ce qui serait le cas de I, là ici, parce que vous voyez, comme ça, on tourne dans le sens trigo, et bien dans le sens trigonométrique, on va dire, voilà, l'angle serait compté positivement. Donc un angle orienté dans le sens trigo est compté positivement. Par contre, un angle qui serait orienté dans l'autre sens que le sens trigonométrique, qui est en fait le sens horaire,
ce qui est le cas de R là ici, c'est-à-dire que là vous voyez, vous tournez comme ça, et bien serait compté donc négatif. Donc si R est compté négatif, ben, algébriquement j'ai bien I égale moins R. Alors c'est pas, bon ça je le raconte ici parce que bon, voilà, la loi de la réflexion, bon, j'ai envie de dire officiellement c'est ça, c'est I égale moins R. Maintenant, on peut considérer que l'on travaillera, nous, avec la relation non algébrisée. Et donc la relation non algébrisée, ça veut dire que I et R, sous-entendu en valeur absolue, mais j'ai pas mis les barres de valeur absolue là ici, sont égaux. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, que dit la loi de la réflexion ou seconde loi de Snell-Descartes. Donc, vous voyez, première loi de Snell-Descartes, c'est les trois rayons, là, incident, réfléchir, réfracter, sont dans le même plan. Hein. Je pense que le schéma qui était sur la diapo d'avant était assez explicite. La loi de la réflexion, bon, bah, elle dit tout simplement que en fait, les deux rayons qui sont ici sont symétriques par rapport à la normale. Hein. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, autrement dit, voilà, rayon réfléchi est symétrique au rayon incident. Et donc par rapport à la normale. Et donc la conséquence, c'est qu'on a ici égalité des angles en valeur absolue ou avec le signe moins si on algébrise. Alors la troisième loi de Snell-Descartes, eh ben, c'est la loi dite de la réfraction d'un rayon lumineux, réfraction, à ne pas se confondre, hein, réflexion, réfraction, bon, c'est des termes qui se ressemblent, donc il faut faire attention ici. Alors, définition ou rappel, parce que c'est des choses que l'on a déjà dit, c'est que la surface de séparation donc, de deux milieux homogènes transparents isotropes est donc appelée un dioptre, et lors d'une réfraction, la lumière transmise, si elle existe, parce qu'on verra que dans certains cas, la réfraction n'existe pas, hein, ou en tout cas ne peut pas exister, eh bien, la lumière transmise change de direction. C'est ça la réfraction, hein, c'est ce changement de direction, comme j'expliquais tout à l'heure, lorsque la lumière franchit donc ou change de milieu, franchit un nouveau milieu, change de milieu. Alors là ici, vous avez donc quelque chose qui peut ressembler un petit peu à ce que l'on a fait avant, sauf que là je ne prends pas un miroir, mais je prends un dioptre. Alors, le dioptre, il n'est pas nécessairement toujours plan comme la première fois. Alors bien évidemment, si on a de l'eau avec un liquide, bon là on se doute bien que, hein, imaginez, on a une cuve, un genre d'aquarium, bon, hein, si on repense au schéma d'avant, là, qui avait dans la diapo précédente, bon, là, bien évidemment, on est dans une situation où le dioptre est plan. Mais c'est pas obligatoire, on peut très bien avoir un dioptre avec une forme donnée, vous allez voir que c'est très important, notamment pour l'étude des lentilles, on verra un petit peu plus tard ici. Donc, même chose, j'envisage un rayon lumineux, vous voyez, qui arrive ici, un rayon incident, qui arrive donc en un point I, là, ici. Alors, même chose, pour pouvoir étudier ça, eh bien, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais définir ici une tangente, donc, à D, hein, j'ai appelé le dioptre D, là, ici, donc tangente au dioptre au point I, et ici, donc, une normale, donc, au dioptre en I. Même chose, il y a toujours un angle de 90 degrés entre les deux. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, en général, le rayon incident se divise en deux parties. Donc, alors oui, l'angle, bon, alors cette fois-ci on l'appelle I1. Tout à l'heure, c'était pas obligé de l'appeler I1 parce qu'il n'y avait pas de réfraction là ici, donc je l'ai appelé I tout court. Mais bon, bien évidemment, ici je l'appelle I1 pour le différencier de l'autre, hein, bien évidemment. Et donc là ici, la lumière, il y en a une partie qui se réfléchit, donc ça c'est ce que l'on a vu, j'y reviens pas ici, d'accord? Donc avec l'angle R, donc là ici je dirais I1 égale R, hein, bien évidemment, ou I1 égale moins R si j'algébrise. Mais surtout donc maintenant, il va y avoir voilà, ce rayon ici, donc réfracté, qui apparaît ici et que je note I2. Donc vous voyez, c'est un schéma finalement qui ressemble à ce qu'on a déjà vu, mais en prenant la particularité peut-être plus générale d'avoir un dioptre, et tout à l'heure c'était un miroir qui n'était pas nécessairement plan. D'où le coup de la tangente là ici. Alors la loi de la réfraction, ou troisième loi de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que s'il y a réfraction, l'angle de réfraction, c'est-à-dire l'angle orienté I2 de la normale au rayon réfracté, est lié à l'angle d'incidence I1 par la relation que vous allez tout de suite reconnaître, parce que je suis certain que vous l'avez vu quand vous étiez au lycée, c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Parfois on l'appelle aussi donc la loi des sinus. Et tous les exercices
que l'on va faire dans un premier temps sur ce thème-là, eh bien, sont liées à cette formule donc, qui est là. Alors, il y a deux cas de figure en fait à distinguer quand on étudie la réfraction ici. Alors en fait, deux cas de figure et puis un cas particulier, on va dire. Hein. Bon, j'aurais peut-être pu mettre trois cas de figure. Enfin, le premier, c'est un cas particulier, on va dire. C'est pas vraiment un cas de figure. Alors, on va commencer par celui-là. Le cas particulier, c'est si I1 égale 0, c'est-à-dire que vous arrivez sous l'incidence normale. D'accord? Donc, sous l'incidence normale, ça veut dire que vous arrivez là. Donc, imaginons par exemple ici, alors je ne vais pas tout refaire, mais imaginons que le trait qui est en bleu, là, ici, arrive directement sur la normale. Bon, bah, on voit très bien que la loi des sinus qui est ici, eh bien, elle m'impose que forcément, dans ces cas-là, I1 égale I2 égale 0. Puisque si vous arrivez selon la normale, forcément, I1 égale 0. Donc, N1 sinus de 0, ça fait 0. Donc 0 égale N2 sinus I2. N2, c'est forcément différent de 0, donc ça veut dire sinus I2 égale 0. D'accord? Et sinus I2 égale 0, ça veut dire I2 égale 0, puisque pour nous, on n'est que sur des angles compris entre 0 et 90 degrés, on dirait en maths 0 et pi sur 2, si vous voulez. Donc forcément, si on a 0 d'un côté, on a 0 de l'autre. Donc ça veut dire que là, si on est, comme on dit, sous incidence normale, la lumière n'est pas déviée, si vous voulez. C'est-à-dire que I1 égale 0 et I2 égale 0. Bon, en gros, c'est ce que dit le cas qui est ici. Le rayon lumineux n'est pas dévié. I1 égale 0 implique nécessairement I2 égale 0. Incidence normale. Bon, ça c'est un cas particulier. Alors, concernant les cas de figure, le premier cas de figure, c'est le cas où N2 est supérieur à N1. Le milieu 2 est considéré comme plus réfringent, si vous voulez, que le milieu 1. Eh bien, la conséquence, c'est ce qu'on va voir ici, c'est que nécessairement, dans ce cas-là, I2 est inférieur à I1. C'est-à-dire que le rayon lumineux se rapproche de la normale. Et a priori, dans ce cas-là, il y a toujours réfraction. C'est-à-dire que quand la lumière va d'un milieu moins réfringent, je dirais, vers un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale et il y a toujours, a priori, réfraction. Alors concrètement, ça veut dire ça. C'est la situation, en fait, qui a été envisagée dans les schémas précédents. Et généralement, quand on introduit pour la première fois sous forme de schéma la réfraction, c'est toujours ce cas de figure, en fait, là ici, que l'on envisage, c'est-à-dire N2 plus grand que N1. Donc si typiquement, par exemple, vous avez la lumière qui va de l'air dans l'eau, comme j'avais fait les premières fois avec ma cuve, eh bien on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ici, la lumière, ici, va de l'air. Si vous vous souvenez un petit peu les valeurs, l'air c'est indice 1,000 et seulement des chiffres derrière, alors que l'eau c'est 1,33. Donc on a bien ici N2 supérieur à N1. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, je refais très vite le schéma. Donc, hop, à nouveau ma normale, l'angle I1 là ici, et je vois que à ce moment-là, eh bien, effectivement, le rayon se rapproche de la normale. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu de réfraction, la lumière, elle aurait continué comme ça. Si vous voulez. Bon. Comme il y a réfraction, on peut se poser la question, vous voyez, là je vais comme ça. Alors, la lumière, on me dit qu'elle est déviée, oui d'accord, mais dans quel sens elle est déviée? Est-ce qu'elle est déviée par là ou est-ce qu'elle est déviée par là? Et bien dans ce cas-là, c'est-à-dire N2 supérieur à N1, elle est déviée dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de la normale. Si elle se rapproche de la normale, on voit très bien ici que ça veut dire que I2 est forcément plus petit que I1. D'accord? Donc là, c'est assez évident. Ici, N2 supérieur à N1, ça veut dire I2 inférieur à I1. Donc si vous voulez, le classement des indices implique le classement inverse des angles, en respectant l'ordre des numéros là ici. Alors si maintenant, eh bien N2 est inférieur à N1, c'est-à-dire que le milieu 2 est moins réfringent. Donc là, ça pourrait être de la lumière, par exemple, qui ressort de l'eau dans l'air, ou de la lumière qui ressort, par exemple, du verre dans l'air, typiquement. D'accord? Eh bien, dans ce cas, c'est le contraire d'ici, si vous voulez. C'est-à-dire que dans ce cas, I2 est plus grand que I1. Vous avez toujours le classement inverse des indices et des angles. Si les indices sont classés ici de cette manière, c'est-à-dire N2 supérieur à N1, ça veut dire I2 inférieur à I1. Et ici, c'est le contraire. N2 est inférieur à N1, ce qui veut dire que I2 sera supérieur à I1. Donc là, ça veut dire que le rayon lumineux s'éloigne de la normale. Et comme on va le voir après, en fait, il n'y a pas toujours réfraction dans le cas, dans ce cas-là.
Alors, si je reprends donc mon petit schéma, vous voyez ici, hop, j'ai mon rayon incident, ma normale, l'angle, comme tout à l'heure. Bah, vous voyez, s'il n'y avait pas eu de réfraction, si la réfraction n'existait pas, bah, la lumière continuerait tout droit là ici. Tout à l'heure, la lumière, hop, se rapprochait. Là, elle va s'éloigner, c'est-à-dire qu'en gros, la lumière va partir comme ça. Alors, c'est ce que vous allez voir ici, vous voyez, hop, le rayon, ici, part dans cette direction, avec du coup un angle I2 qui est là. On voit très bien que I2 est plus grand que I1. Alors maintenant, il faut bien comprendre que dans ce cas de figure, il va se passer quelque chose de très particulier. Et pour l'illustrer, eh ben, je propose ici la simulation suivante. Dans cette simulation, bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, hein, c'est pour moi qui ai inventé ce simulateur là ici, eh bien, on s'est placé donc dans la situation, donc vous voyez, vous avez un milieu 1, vous avez un milieu 2, et je suis donc dans la situation où, vous voyez, l'indice du milieu 1, ici, est plus grand que celui du milieu 2. Donc là, typiquement, j'aurais mis un genre d'altuglace, par exemple, c'est un plastique transparent, comme on voit très souvent dans les manips de lycée, etc. Bon, voilà. Et puis, en dessous de l'air. Là, ici, il faut imaginer qu'on est de l'air. Et je vais donc ici, si vous voulez, faire évoluer donc, les angles. Donc là, ici, vous allez avoir l'angle du rayon incident. Et puis ici, les valeurs qui vont être données donc, de l'angle réfléchi, puis de l'angle réfracté. Alors, voilà ce que je fais. Là, ici, au début, vous voyez, je démarre tout doucement. Bon, très bien. On voit très bien, vous voyez, là, ici, hein, là, j'y vais un petit peu plus. On voit très bien que, voilà, je vais m'arrêter quelque part par là, on voit très bien ici que, bah, on a toujours les deux angles, là, ici, I et R, qui sont, bien entendu, égaux. Bon, très bien. Et de l'autre côté, on voit ici que l'angle qui est là, ben, bien évidemment, il est plus grand, hein, bien sûr, que l'angle qui est ici. On est bien dans la situation où I2 est plus grand que I1. Alors, je vais maintenant manuellement aller un petit peu plus vite. Là, ici, vous voyez, en déplaçant comme ça. Donc, vous voyez, là, on est très bien dans la situation qui était évoquée. Vous voyez, là, ici, je suis vers à peu près 30 degrés. Alors, on voit très bien que là, j'ai 30 degrés ici. Je retrouve bien 30 degrés là. Et là, j'ai un angle plus grand que 30 degrés. Et cet angle, bien évidemment, on pourrait le calculer en utilisant la loi dite des sinus, hein, la loi de Snell-Descartes. Alors, maintenant, bah, vous voyez que l'angle ici, étant toujours plus grand que celui qui est là, bah, vous êtes d'accord que plus j'augmente l'angle, plus, bien évidemment, celui-ci s'éloigne de la normale, mais du coup se rapproche du dioptre. Et donc, ben, il va y avoir un moment donné, il risque de se passer un phénomène particulier. Alors ce phénomène particulier, là on commence à l'entrevoir, c'est que, vous voyez, je continue à incliner en fait hein, de ce côté-là, vous voyez la lumière ici s'incline de plus en plus, et on voit que là, ça se rapproche de plus en plus du dioptre. Alors là, je vais continuer, vous voyez, de cette manière, là ici, donc là, vous voyez, je suis à 41,2, 41,3, 4, 5, vous voyez. Là, je suis encore très près, bien évidemment, donc du dioptre, mais on se doute bien qu'il va y avoir en quelque sorte un angle, que l'on qualifiera d'ailleurs d'angle limite, c'est-à-dire une sorte d'angle d'incidence maximale pour laquelle on puisse encore avoir la réfraction, parce que bien évidemment, la réfraction, c'est le fait de passer dans le deuxième milieu. Et cet angle, on pourrait dire limite d'incidence, eh bien, c'est un angle, en fait, pour lequel eh bien, on va se retrouver dans la situation très particulière où on aurait ici un angle réfracté, en fait, de 90 degrés. Et vous voyez que là, ici, j'y suis quasiment, c'est-à-dire que là, vous voyez ici, je suis quasiment, hein, donc presque à 42 degrés là ici, hein, presque à 42 degrés là, et bien ici, vous voyez, je vais vous le représenter comme ça, vous voyez, là ici, et bien je suis quasiment à 90 degrés. On dit dans ce cas-là que l'on est à l'émergence rasante. L'émergence rasante, donc ça veut dire que ici, eh bien on va avoir donc un rayon réfracté, mais qui va être quasiment confondu avec
le dioptre. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si jamais je vais au-delà de cette valeur ici de 42 degrés? Alors on va continuer, on va poursuivre et on va essayer donc de comprendre. Et bien ce qui va se passer, vous voyez, là ici, donc, c'est que, vous voyez ici, l'angle de réfraction, il me met NaN. En informatique, NaN, ça veut dire not a number. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la réfraction n'existe plus. Ici, si vous voulez, elle existait encore, d'accord? Et là maintenant, hop, elle n'existe plus. Donc en fait, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça on le fera par les calculs, l'angle ici qui est utilisé est un angle tel que quand on utilise la loi de Descartes, on obtient en fait ici un calcul de sinus pour I2 qui serait supérieur à 1. Et ça, c'est pas possible. Un nombre supérieur à 1 ne peut pas représenter un sinus. Donc ça veut dire que l'angle de réfraction n'existe plus. Donc que fait la lumière? Parce qu'il faut bien que la lumière elle fasse quelque chose. Et bien à ce moment-là, la lumière se réfléchit totalement, en fait, sur le dioptre. Donc, en obéissant bien entendu à la loi de la réflexion, bien évidemment, on a toujours l'angle du rayon incident qui est toujours égal à l'angle du rayon réfléchi. Mais tout se passe comme si, en fait, on avait un miroir quelque part. C'est-à-dire que la lumière reste, on pourrait dire, prisonnière du premier milieu et ne peut pas basculer dans le second milieu. Alors, bien évidemment, si on continue là, ici, vous voyez que là, la lumière reste prisonnière du premier milieu. Alors, je continue, vous voyez, en accélérant un petit peu comme ça, et on voit très bien, vous voyez, que la lumière reste prisonnière du premier milieu, et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale, et on voit bien que la loi de la réflexion, la seconde loi de Descartes ici, est bien respectée, on a toujours le même angle de part et d'autre, là ici. Il y a donc cet angle limite, là ici, vous voyez, donc pour essayer de le trouver, il faudrait faire le calcul, là ici, vous voyez, je suis aux alentours 41,8, 41,9, eh bien cet angle, là ici, voilà, c'est un angle, entre 41,8 et 41,9, c'est un angle, on pourrait dire frontière, en dessous de cette valeur de l'angle limite, j'ai encore la possibilité d'avoir la réfraction. Au-dessus de cet angle limite, je n'ai plus de réfraction possible et je bascule dans ces cas-là en réflexion totale. Donc on vient de voir avec le simulateur ici qu'il existe un angle donc limite pour lequel donc on aura un I2 maximal, donc c'est ce qui est dit là ici, vous voyez, I2 maximal égale à pi sur 2 ou 90 degrés, je pense que c'était assez parlant dans la simulation précédente. Il existe donc cette valeur de I1 et donc pour lequel au-delà il n'y aura plus de réfraction mais ce qu'on appelle une réflexion totale. Et donc cet angle ici, I1 maximal possible, si vous voulez, pour avoir la réfraction, on l'appelle l'angle limite. Et donc au-delà de cet angle limite, on a la réflexion totale. Donc l'angle limite, c'est l'angle au-delà duquel on a la réflexion totale. Alors, comment peut-on calculer en fait ici l'angle limite? En utilisant la loi de Snell-Descartes de la réfraction, donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, donc je vais dire ici N1 sinus de I limite égale N2 sinus I2, mais dans ce cas, I2, c'est I2 max, si vous voulez, c'est-à-dire ici, sinus de pi sur 2. Bon, j'aurais pu mettre aussi sinus de 90 degrés. Alors, sinus de pi sur 2 ou sinus de 90 degrés, mathématiquement, ça vaut 1. Donc, en fait, N2 sinus pi sur 2 ici, ça vaut N2. J'ai donc N1 sinus I limite qui est égal à N2. Et donc, dans ce cas, je pourrais dire, si vous voulez, que le sinus de I limite, c'est le quotient N2 sur N1. Et on peut tout à fait ici définir N2 sur N1 comme représentant un sinus, puisque dans le cas qui nous intéresse, N2 est plus petit que N1. Donc N2 sur N1, c'est bien une grandeur qui est inférieure à 1. Donc elle peut bien représenter le sinus d'un angle. D'accord ? Et donc, dans ce cas, j'effectue donc ici mon opération suivante. Et je vais dire donc que si le sinus
de I limite c'est égal à N2 sur N1, et bien I limite c'est ce que l'on appelle l'arc sinus de N2 sur N1. Alors l'arc sinus, c'est une fonction mathématique en fait qui permet de faire le contraire du sinus. C'est une fonction qui neutralise, on pourrait dire, le sinus. C'est un petit peu comme logarithme et exponentielle, ou par exemple racine carrée et carré. Alors il y a des conditions d'utilisation. Il faut que notamment l'angle, quand on utilise l'arc sinus, si vous voulez, on renvoie, l'arc sinus retourne un angle, comme on dit en mathématiques, qui est compris en fait entre moins pi sur 2 et pi sur 2, parce que l'arc sinus est défini à partir d'une restriction du sinus basé sur l'intervalle 1 pi sur 2, pi sur 2. Bon, je ne rentre pas dans le détail mathématique là ici. Donc si je fais arc sinus de la quantité qui est là, N2 sur N1, donc ça ne pose pas de problème. C'est une quantité qui est plus petite que 1, puisque le domaine, on dirait en maths, de définition de l'arc sinus, c'est entre moins 1 et 1, si vous voulez, donc ici il n'y a pas de problème. On peut calculer l'arc sinus de cette quantité-là, mais l'arc sinus va retourner un angle, donc ici, I limite, qui sera nécessairement une valeur comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si on raisonnait en degrés, ce serait entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Alors pour nous, bien évidemment, dans ce qu'on étudie ici en réfraction, vous êtes d'accord que tous les angles, en fait, sont compris entre 0 et 90 degrés, ou 0 pi sur 2. Donc forcément, 0 pi sur 2, c'est dans moins pi sur 2, pi sur 2, ou 0,90 degrés, c'est dans moins 90 degrés, plus 90 degrés. Donc il n'y a pas de problème ici, on peut utiliser l'arc sinus, mathématiquement, ça ne pose pas de problème. Donc I limite, on peut le définir comme étant l'arc sinus de N2 sur N1. Alors, c'est toujours bien de retenir la formule qui est ici. Bon, maintenant, si on ne sait pas, si on a oublié si vous voulez, cette formule-là, à ce moment-là, on réutilise la loi qui est là et on retrouve ça, donc, sans problème. Pour en finir avec cette première partie ici du cours, je voudrais donc introduire un principe physique qui s'appelle le principe de Fermat et qui dit en fait que la lumière d'un point à un autre, si vous voulez, se propage toujours sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit minimale. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, la lumière va toujours emprunter un chemin qui va minimiser son temps de trajet. Et c'est d'ailleurs à partir du principe de Fermat qu'on retrouve toutes les lois de Descartes que l'on a vu après. Alors, je propose dans les parties exercices de mon cours, là, ici, un petit exo là-dessus sur le principe de Fermat qui permet d'illustrer ça. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va forcément faire ici parce que c'est quand même assez technique et assez mathématique, mais ça fonctionne très bien là, ici. Et donc ça permet de retrouver toutes ces lois de Descartes. Voilà, donc cela clôture ici cette première vidéo d'optique géométrique.